Bonjour, merci à tous d'être présents ce matin pour ce webinaire Future of Sales dédié à la formation commerciale. Nous allons parler de comment monter votre propre école de vente. Et notre grand témoin ce matin n'est autre que Evelyne Platine-Cohen. Bonjour Evelyne. Bonjour. Evelyne, pouvez-vous vous présenter et nous parler un peu de Booster Academy? Oui, alors moi j'ai créé Booster Academy il y a une petite vingtaine d'années. Avant ça, j'étais directrice commerciale dans un grand groupe et depuis, j'écris pas mal de livres sur la vente et un best-seller qui s'appelle Le pouvoir de vendre, mais aussi vendre au grand compte et au compte stratégique. Et à côté de ça, certains peuvent me voir régulièrement sur BFM où je suis consultante sur la BFM Academy entre autres, mais sur d'autres émissions, puisque la vente devient un vrai sujet pour tous et rentrer enfin dans l'économie comme une vraie matière. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'une école de vente en 2018? Oui, alors pourquoi déjà Booster Academy va parler de ce sujet aujourd'hui? Parce que notre spécialité chez Booster, c'est véritablement de monter des écoles de vente pour les grands comptes. C'est-à-dire que pendant des années, on a fait de la formation, on s'est rendu compte, en fin de compte, que la formation seule mettait un peu de la rustine, parfois sur des pneus crevés, et n'allait pas jusqu'au bout du processus d'accompagnement des collaborateurs. Mais on fait une formation, les gens sont contents, ils rentrent, et après, c'est un petit peu comme d'habitude. Et donc, il y a 8-9 ans, on s'est assis tous autour d'une table et on s'est dit, si on veut monter un processus parfait, ça pourrait être quoi en termes de formation? Et on s'est rendu compte, c'est là où on a monté nos centres d'entraînement intensif à la vente, on en a 15 en France, et l'idée est la suivante, c'est que vous entrez dans un centre, on va mesurer votre niveau de vente sur une grille de 1 à 12, et chacun va acheter les niveaux dont il a besoin. Et dans ce processus d'accompagnement, là qu'on a voulu d'ailleurs très diriger TPE-PME, nos centres d'entraînement qui sont basés dans toute la France, on a repris en fait la subscientifique moelle pour pouvoir derrière faire la même chose sur des grands comptes. Et donc là, on va se rendre compte en effet que monter une école de vente, c'est pas juste donner une formation, c'est pas un catalogue de formation, c'est beaucoup plus impliquant que ça, puisqu'on va avoir un certain nombre d'outils, de méthodologies, de suivi, d'évaluation qualitative et quantitative, de dispositifs, de parcours, etc. Alors, quels sont les grands enjeux d'une école de vente? Alors, les enjeux sont très importants dans le monde d'aujourd'hui. Parce que, on a beaucoup de mal à recruter des commerciaux. Je pense que les gens qui nous entendent vont se sentir concernés. C'est vraiment, voilà, c'est compliqué. Il en manque énormément en France. Certains disent qu'il en manque 200 000. Je pense qu'on est plus près du million en réalité quand on regarde la pénurie actuelle. Donc, il manque énormément de commerciaux. Ensuite, on a un souci de recrutement. Donc, faut travailler son employabilité. Aujourd'hui, quand vous avez une école de vente, vous recrutez beaucoup plus et beaucoup mieux que si vous ne proposez pas aux candidats un véritable accompagnement. Mais on a un vrai sujet aussi, qui est un sujet de relever le niveau du management. Donc, le manager doit être un accompagnateur. Donc, ça, c'est un enjeu très fort d'une école de vente. Et on va voir que dans les dispositifs qu'on met en place, le manager a véritablement un rôle très important. On a un enjeu de fidélisation des bons collaborateurs, d'accord? Parce que le très bon, à un moment donné, il va voir comment ça se passe ailleurs. Donc, comment je fais pour garder ces collaborateurs? On a un enjeu en France qui est aussi la compréhension qu'il y a entre la méthode de vente, le savoir-faire commercial et les indicateurs clés de performance, une vraie corrélation. C'est-à-dire, je ne fais pas de la vente, c'est pas tchatcher, faire de la vente, c'est beaucoup plus complexe que ça et on a besoin de démontrer à l'ensemble des collaborateurs que si j'applique bien une méthode, et bien derrière, je vais avoir des meilleures performances. Donc, vous voyez, on a des enjeux multiples, extrêmement importants pour la croissance de l'entreprise. Très bien. Et quelles sont ces 4 grandes étapes pour monter une école de vente? Alors, monter une école de vente, ça ne se fait pas juste en claquant des doigts. On a beaucoup de gens, alors on va avoir des entreprises du CAC 40 qui vont venir vers nous, on va avoir aussi parfois des ETI. Monter une école de vente, dans notre façon de faire les choses, c'est déjà de structurer des outils. Je pense qu'aujourd'hui, l'entreprise a besoin d'avoir un vrai plan de vente, a besoin, alors ce qu'on peut appeler une bible commerciale, enfin, en tout cas quelque chose qui vous donne, qui permette aux collaborateurs, quand on intègre, de très vite comprendre ce qu'on attend de lui et de bien comprendre les enjeux, le produit, les besoins des clients et comment j'y vais, avec quel type de questions, etc. Donc ça, on a besoin de formaliser ça. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, moins de 1% des entreprises en sont équipées. Vous avez besoin d'un référentiel de compétences aussi pour pouvoir analyser les compétences d'un collaborateur. Donc ça, on a besoin d'outils structurants. On va voir qu'on peut avoir aussi, avec le digital, on va pouvoir avoir aussi d'autres types d'outils. Mais là, déjà, on a les fondamentaux. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on va, donc en construisant ça, évidemment, on implique fortement le management, mais dans une seconde étape, on va prendre le management avec nous
pour leur faire former et évaluer leurs collaborateurs. Donc, on va transformer un petit peu leur rôle qui est aujourd'hui souvent un rôle où je vais un peu compter les points, relever les compteurs, à un rôle où je vais développer les compétences. Donc, je vais pouvoir évaluer mes collaborateurs. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous disais, dans nos centres, la grille de 1 à 12. Donc, je vais retrouver cette évaluation-là pour pouvoir donner à chacun la formation dont il a besoin. Donc, je vais embarquer mes managers. Et puis ensuite, une fois que j'ai bien embarqué mes managers et qu'ils ont bien évalué les collaborateurs, je vais pouvoir construire des parcours de formation. Et ça, ces parcours, en fonction des commerciaux, eh bien, je vais avoir des parcours que je vais graver dans le temps. Je ne suis pas obligée de tout construire la première année. Pour certains de nos clients, on a un bronze, argent, or comme type de parcours, et donc à l'intérieur duquel on va retrouver un certain nombre à la fois de formations vente, mais parfois aussi des formations internes, comme des formations produits ou autres, que je vais bien pouvoir séquencer. Donc, je vais pouvoir suivre comme ça le parcours d'un collaborateur. Et puis, la quatrième et dernière étape, c'est que je mesure tout ça. C'est-à-dire, quel a été le ROI de mon investissement? J'ai investi tant sur la formation, j'ai tant de monde, eh bien, je vais pouvoir, puisqu'on a des indicateurs clés de performance par individu, regarder entre le temps investi et la montée en compétences et en performance de mes collaborateurs. Donc, j'ai un temps de mesure à la fois individuelle, à la fois par commerce, par directeur régional, direction régionale, manager, et aussi globalement dans l'ensemble de l'entreprise. Mais alors, à qui s'adresse cette école de vente? Aux grandes entreprises uniquement? Alors, vraiment, aujourd'hui, on en monte dans tout type d'entreprise. C'est vrai que j'ai mes centres d'entraînement intensif à la vente. Donc, je dirais, quand on a moins de 20-25 commerciaux, en général, qui sont souvent dispatchés en France, beaucoup d'entreprises utilisent mes centres. Parce que monter ce que je viens de dire pour une entreprise, ce serait vraiment une vraie machine de guerre. Mais ils peuvent trouver exactement la même chose dans mes centres. C'est-à-dire qu'on va prendre chacun de leurs collaborateurs, mesurer leur niveau de vente sur une grille de 1 à 12 et chacun achètera les niveaux dont il a besoin. Mais quand on dépasse un certain seuil de collaborateurs, et je dois dire que ce n'est pas du tout lié, vous avez des entreprises en France où il y a peut-être que 1000 ou 1500 personnes, mais c'est pratiquement 1200 commerciaux à l'intérieur. Et puis vous en avez qui peuvent avoir que des ingénieurs et qui n'ont que 20 commerciaux. Donc la taille n'est pas un élément en tant que tel, c'est quel est le poids de mes commerciaux et qu'est-ce que je dois monter pour les fidéliser. Donc ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et pourquoi mettre en place une école de vente? Pour toutes les raisons que j'ai dit tout à l'heure, en fait, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment des enjeux de recrutement, on a des enjeux de fidélisation, on a des enjeux de montée en compétence des collaborateurs. Nous, on s'est quand même rendu compte, en arrivant et en évaluant, qu'on avait systématiquement 75% de bronze. D'accord? Donc, bronze étant le niveau, on va dire, basique du commercial dans l'entreprise. Que l'entreprise ait investi des centaines de milliers d'euros pendant plusieurs années ou que l'entreprise n'ait pas investi pendant plusieurs années. Donc, c'est quand même peu triste, puisque quel que soit l'investissement, je me retrouve toujours à peu près avec les mêmes pourcentages. Donc moi, la promesse que je fais à une entreprise, c'est comment passer de 75% de bronze à 45% de bronze. Étant donné que j'ai des indicateurs clés de performance, ça veut dire qu'à périmètre constant, j'ai quand même développé les performances de mon collaborateur. Donc c'est ça la vraie promesse. Et alors, quelle doit être la durée de cette formation? 2 jours, 2 semaines? Alors, d'abord, c'est une bonne question parce que c'est compliqué d'estimer ça. Et la durée globale, elle est en fonction de nos clients. Parfois, on a des clients qui sont dans le retail, B2B, stratégie grand compte, etc. Donc, déjà, elle est un peu calquée sur le cycle de vie à la fois du collaborateur, mais aussi de son client. Et en général, on va étaler ça sur plusieurs années. Parce qu'il faut donner une visibilité, il faut donner envie. Les gens ont envie de continuer d'apprendre, à se développer. En fait, une personne quitte l'entreprise quand elle a l'impression qu'elle n'a plus rien à apprendre. Donc, notre rôle, c'est de faire perdurer. Et en première année, on essaie de donner une visibilité à 2-3 ans, mais on sait qu'au bout de la 2e ou 3e année, on va continuer en fait à créer des modules pour continuer à faire perdurer, donner envie, etc. Après, la formation qu'on va investir ne va pas être la même si j'ai des bronzes. J'ai intérêt quand même à mettre un sacré coup de collier quand j'ai beaucoup de bronzes, parce que là, 2 jours de formation, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Et en revanche, quand j'ai de l'argent et de l'or, je vais continuer. Alors, il n'y a pas toujours de la formation derrière, il peut y avoir de la récompense, il peut y avoir une visite d'usine à l'international. Enfin, on peut imaginer plein de choses dans les cursus, avec des nouvelles formes d'apprentissage également. Mais en tout cas, j'ai intérêt à avoir le bon niveau d'investissement si j'ai des collaborateurs aujourd'hui qui me font, entre guillemets, perdre de l'argent. Alors, ce que je dis, c'est un petit peu difficile, mais quand on a un niveau bronze, c'est qu'en général, on perd de l'argent avec ses collaborateurs. C'est-à-dire que c'est des collaborateurs, je dirais que le niveau argent, c'est à peu près le niveau tout à fait correct. Mais au niveau bronze, ça veut dire que les taux de transfo sont moins élevés, les prix moyens sont moins élevés. Enfin, on a un certain nombre d'indicateurs qui sont en dessous
de la moyenne demandée par l'entreprise. Donc, il faut vite rectifier le tir et donc mettre les moyens. Et alors, quelles sont ces nouvelles modalités de pédagogie? Alors justement, d'abord, la formation a beaucoup changé ces dernières années. Nous, déjà, dans nos centres d'entraînement, on a intégré le digital, on a intégré l'e-learning, le suivi à distance, tout ce qui est plateforme LMS aussi, qui nous permet de monter beaucoup de choses. Donc, on a aujourd'hui on a le webinar à distance, on a énormément de modalités pédagogiques. On en a à peu près évalué une quinzaine. Et donc, ce que nous offrons à nos clients, c'est la possibilité, ce qu'il faut monter, c'est les bonnes modalités pédagogiques pour les bons sujets. Aujourd'hui, on peut granulariser la formation, c'est-à-dire qu'on peut se dire, tiens, on va traiter le social selling plutôt sous un format à distance, de demi-journée, etc. Ça va éviter de réunir tout le monde. Par contre, il y a des sujets qu'on ne va pas pouvoir éviter quand on va travailler sur du comportemental, sur des postures, éviter de les avoir, mais on peut passer plus de temps en e-learning, ce qui fait que quand les personnes arrivent en formation, il y a plein de sujets, on va aller beaucoup plus vite et passer directement en phase d'entraînement. Donc aujourd'hui, les modalités pédagogiques, c'est vraiment un enjeu extrêmement fort. Et c'est vrai que nos sociétés de formation, ces 5-7 dernières années, ont énormément investi. Donc, elles gagnent beaucoup moins d'argent que ce qu'elles pouvaient gagner un certain nombre d'années, parce que ces modalités pédagogiques font qu'on investit énormément et on crée du contenu et on crée beaucoup de choses, comme on fait d'ailleurs, vous faites aujourd'hui, qui demandent de l'investissement. Et est-ce que cela coûte plus cher aujourd'hui? Alors, ça coûte, c'est assez amusant parce que en fait, à périmètre constant, on va pouvoir dire qu'en année 2, 3, 4, on peut rentrer complètement dans les budgets classiques qu'on avait auparavant parce qu'en fait, on va faire moins de présentiel au profit d'eux. Mais il y a un coût de départ qui n'est pas neutre. Et ça, très souvent, les entreprises l'oublient. On a beaucoup d'appels d'offres en ce moment, on répond à énormément d'appels d'offres. Et très souvent, on est obligé d'enlever ces modalités parce que dans le coût de départ, il n'est pas prévu cette installation. Quand vous allez mettre en place des modules d'e-learning, la première année, on en a sur mesure, on en a sur étagère. Mais dès qu'on va vouloir faire du sur-mesure, il y a un investissement qu'il n'y aura plus après. Et très souvent, ce coût d'investissement sur une Sales Academy au départ n'est pas toujours budgété. Donc là, on a un vrai, il y a un vrai sujet, mais par contre, c'est vrai qu'une fois qu'on l'a fabriqué, on va pouvoir diminuer ensuite les coûts. D'autant qu'il y a un certain nombre de formations qu'on peut faire passer par les managers, qui vont être en coaching individuel, sur lesquels on va aussi monter en compétence sur ce sujet. Donc, on va pouvoir, au fur et à mesure, nous, en tant que cabinet extérieur, de moins en moins fournir de formation interne, mais de plus en plus équiper l'entreprise pour qu'elle soit autonome. Et puis arriver après sur des plus, des trucs et astuces complémentaires qu'on peut apporter. Et alors, cette école de vente, doit-on l'ouvrir uniquement qu'aux nouveaux embauchés ou aux managers, aux directeurs commerciaux aussi qui sont déjà présents dans la société? Évidemment, on embarque tout le monde déjà, on embarque, et l'enjeu des nouveaux collaborateurs est un enjeu, mais évidemment, ceux qui sont présents dans l'entreprise, c'est un enjeu extrêmement fort aussi. On embarque les directeurs commerciaux, ce sont ce qu'on appelle chez nous des ambassadeurs, donc ils ont des formations ambassadeurs. On embarque les managers avec leurs formations, les commerciaux, la télévente. On embarque aussi un très, très grand sujet aujourd'hui entre la télévente et les ventes non sédentaires. On embarque le back-office commercial aussi, qui est un enjeu, et on embarque de plus en plus les services marketing. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on embarque vraiment toute personne qui doit, à un moment donné, contribuer à l'augmentation du chiffre d'affaires. Et alors, cette école de vente doit mettre au niveau les moins performants ou au contraire aussi récompenser les éléments les meilleurs? Alors, aujourd'hui, l'école de vente doit permettre de mettre à niveau, mais vous avez raison, c'est très, très important de la marketer. Donc, il y a un travail sur la communication interne qui est extrêmement important à réaliser. Et elle doit embarquer les bons commerciaux et justement les valoriser. Il n'y a rien de pire dans une entreprise. J'ai 20 ou 50 ou 300 collaborateurs, de dire, allez, cette année, j'envoie tout le monde en formation négo. Et dans ce cas-là, le bon collaborateur, en quoi il est bien pris en compte? Est-ce que c'est la formation dont il avait besoin déjà? C'est pas sûr, mais les autres non plus d'ailleurs, c'est pas sûr. Mais en quoi ce collaborateur-là est-il valorisé? Et je crois que dans un dispositif comme celui-là, il faut vraiment en tirer parti pour derrière avoir une super communication interne et en faire un élément de motivation. Donc, ça veut dire que si je vais jusqu'au bout de mon dispositif, je ne m'arrête pas à dire je fais de la formation, mais j'en fais un élément de motivation, un élément hyper punchy, j'en fais tout ce dont j'ai besoin pour derrière embarquer éventuellement des récompenses,
de la valorisation, enfin tout ce que les commerciaux aiment bien avoir, enfin tout ce que tout le monde d'ailleurs aime bien avoir en général. Donc il y a un vrai travail à faire sur la stratégie de communication d'une Sales Academy. C'est un vrai gros sujet aussi. Et souvent, sur certaines tailles d'entreprise, on considère qu'il faut presque un temps plein chez le client pour pouvoir travailler sur cette communication interne et embarquer tout le monde dans l'entreprise. Et d'un point de vue plus général, quel est l'impact du digital aujourd'hui sur le métier du commercial? Alors, d'un point de vue général, le digital a un impact de plus en plus important sur ces métiers-là, comme surtout d'ailleurs sur tous les métiers de l'entreprise. On n'est pas arrivé au même niveau encore qu'un RH ou qu'un DAF. On n'a pas encore embarqué tout le monde sur ces sujets-là. Pourquoi? Parce que déjà, on a un vrai sujet, c'est de choisir les bons outils et que trop d'outils tue l'outil. Et donc, on a un peu un effet millefeuille du digital, se dire, bah, tiens, là, on a un super truc hyper intéressant qui est vraiment important sur la partie, par exemple, contact, sourcing, sur la partie social selling, sur la partie… Bon, on va avoir plein de sujets autour du digital et en fin de compte, on ne va pas pouvoir implémenter dans une entreprise, 5, 6 sujets en même temps. On se rend compte que la période d'appropriation de tous ces offres, même si elles sont exceptionnelles et qu'elles démultiplient l'efficacité, il y a une période d'implémentation, il y a des périodes de groupe test, etc. Donc, ce qui veut dire qu'entre ce que je rêve d'acheter, entre ce que j'ai acheté et entre la façon dont ça va se déployer, il va se passer, pas quelques siècles, c'est sympa, mais il va se passer souvent quelques mois. Et donc, tout le sujet aujourd'hui, c'est de savoir quels sont les outils que je vais véritablement sélectionner. Donc, pour ça, il faut que j'ai un bon niveau de connaissance. On a créé d'ailleurs avec Incentive et Booster Academy et 10 autres partenaires une communauté qui s'appelle Innovcom et qui permet de pouvoir avoir accès à tous ces outils, de venir en présentation, on a des congrès, etc. Enfin, si les gens sont connectés, c'est qu'a priori, ils reçoivent vos newsletters, donc ils peuvent connaître Innovcom. Et si ce n'est pas le cas, on leur enverra spécifiquement, n'est-ce pas, des invitations sur Innovcom. Mais ça peut permettre, je dirais, ce service peut permettre de pouvoir vraiment identifier les vraies priorités aujourd'hui et ce que l'entreprise doit mettre en place. Donc, ça veut dire que de plus en plus, on va équiper nos commerciaux. Et là où ils ne sont pas encore complètement équipés, parce que après on en parle, mais je pense qu'on en fait encore peu, c'est tout ce qui va tourner autour de l'intelligence artificielle et des modalités de décision. On commence à voir ça dans la banque. Dans la banque, vous avez des produits comme Iseop, par exemple, qui sont capables pratiquement de vous donner le profil du client que vous allez rencontrer en disant bah, ce client-là, en fonction, il est allé chercher l'intelligence artificielle, il est allé chercher dans les comptes, donc il va sortir un profil de client, nombre d'enfants, âge de naissance, etc. Parce qu'évidemment, la bête est intelligente et donc va vous faire plein de recoupements. Et donc là, vous avez carrément de l'aide à la décision. Et ça, bon, ça, c'est vraiment dans le milieu bancaire. Mais ça, on va pouvoir l'avoir dans plein de milieux où, en fin de compte, un jour, on va pouvoir donner aux commerciaux des éléments très complets du client qu'il va voir et même peut-être une projection de ce qu'on peut lui vendre en fonction de son profil. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça va changer ou pas la modalité l'entretien, le processus de vente? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus besoin de commerciaux? À cette question-là, ça fait des années qu'on nous dit que les commerciaux vont disparaître, que le digital va prendre la main. Ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. Il n'y a jamais eu autant de commerciaux depuis qu'il y a du digital. Parce qu'on se rend compte qu'il y a besoin d'une aide à la décision. Et qu'aujourd'hui, il y a très peu de services, même des services purement digitaux, qui n'ont pas leur batterie de commerciaux derrière au téléphone ou pour finaliser la vente, etc. Donc déjà, moi j'ai envie de dire, on n'est pas prêt de se passer de commerciaux. Ensuite, est-ce que le commercial va faire les choses différemment? En fin de compte, il ne va pas les faire si différemment que ça. Il va les faire, ça va lui demander peut-être plus d'intelligence et d'analyse et avec une posture très particulière. Je ne peux pas arriver devant quelqu'un en lui sortant tout ce que je sais sur lui sous prétexte que l'intelligence artificielle derrière m'a donné tout votre profil et donc j'ai projeté directement la solution sur vous. Ça ne va jamais fonctionner, ça. Que vous ayez toute l'intelligence que vous voulez, si j'arrive avec la solution en vous disant, bah voilà, mon ordinateur m'a expliqué que vous aviez une entreprise de tant de personnes et donc il vous fallait tel logiciel pour telle compétence, ça ne va pas vous faire grimper en rideau si vous êtes un acheteur. Donc malgré tout, il va falloir que dans ma façon de conduire l'entretien,
je vais rester sur des méthodos qui n'ont pas tant bougé que ça, mais avec une connaissance du client qui va me permettre aussi de guider plus ou moins cet entretien-là. Donc voilà, donc oui, on va digitaliser de plus en plus, hein, ça c'est clair et net, mais derrière, il va véritablement falloir accompagner les collaborateurs à utiliser intelligemment ce digital. Je vous donne un autre exemple que nous, on a utilisé, que sûrement beaucoup de gens maintenant utilisent. On a des mouchards sur les sites Internet qui permettent aujourd'hui de dire que telle entreprise s'est connectée sur vous. Alors, quand on est un très grand compte, on ne va pas aller chercher les milliers de personnes, et quand on est en B2C, ce n'est pas possible, on ne va pas chercher les milliers de personnes qui sont connectées. Mais quand on est une entreprise de votre taille ou de la mienne, qui fait quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, voire aller 50, 100, 200 millions, et qu'on a, je ne sais pas moi, entre 20 et 150 personnes qui sont connectées dessus, c'est quand même une base de prospection intéressante. Mais si je prends cette base de prospection-là et que j'appelle le client en lui disant « Monsieur, vous êtes connecté aujourd'hui sur mon site Internet et j'aimerais savoir ce que vous recherchez », ben ça ne fonctionne pas. Donc, ça veut dire qu'il faut faire les choses différemment. Donc, il y a des choses que vous savez mais que vous ne devez pas dire. Et en définitive, c'est assez contre-intuitif. C'est-à-dire que naturellement, on fait plein de bêtises. Donc, il faut naturellement, à chaque fois que j'ai un nouvel outil, il faut toujours se poser la question, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Comment je vais m'en servir? Et attention de ne pas trop dévoiler, en fait, le digital qu'on a autour de nous. Voilà. Merci. Et quelle est votre vision aujourd'hui de l'organisation commerciale du futur? En fait, l'organisation commerciale du futur, c'est toujours une organisation qui doit s'appuyer sur un management de meilleure qualité. Il faut vraiment qu'on travaille de façon considérable sur la qualité de notre management. Donc, quand on parle de Sales Academy ou d'école de vente, c'est peut-être pas le bon terme, parce que dans vente, on pense qu'aux commerciaux, alors qu'en réalité, 60 à 70% du sujet tourne autour du management. Donc déjà, dans le futur, on va avoir des managers aussi qui doivent être de plus en plus intelligents, impliqués, qui doivent monter en compétence les collaborateurs. Le commercial, et on le voit bien, on le vit, c'est un métier où il faut être de plus en plus pointu, intelligent, mais c'est vrai dans beaucoup de domaines d'activité. Donc, ça veut dire que le commercial, tel qu'on l'a imaginé, hein, tel que certaines émissions de télé veulent nous le montrer, c'est un commercial qui n'existe plus aujourd'hui. En tout cas, s'il existe, il ne va pas faire long feu, il ne va pas vendre grand-chose. Moi, ce que j'aimerais, alors après, ça c'est mon souhait, je voudrais que les métiers de la vente soient beaucoup, beaucoup plus valorisés, parce que c'est des métiers, aujourd'hui, on peut d'abord s'éclater, se développer considérablement. C'est des métiers où on sort de son bureau. Moi, tous les métiers déjà où on reste derrière son bureau, c'est des métiers que moi qui ne me font pas rêver personnellement. C'est pour ça que j'ai choisi aussi de faire du commercial. Nous, les commerciaux, hein, on voit la mode dehors, on rentre dans des bureaux différents, on côtoie des gens différents. Je trouve que c'est une richesse énorme. C'est aussi des métiers où on peut très bien gagner sa vie et mieux que beaucoup d'autres où vous commencez sur certains types de fonctions où en fait votre salaire va être correct mais ne va pas tellement bouger, alors que nous, les salaires des commerciaux peuvent véritablement bouger fortement, ou pas d'ailleurs si vous n'êtes pas bon, mais au moins vous savez pourquoi ils ne bougent pas. Donc ça veut dire qu'on est sur un super métier. On est sur un métier où en plus il faut être malin, il faut être intelligent, il faut se remettre en question. Donc, et pour autant, il faut continuer à se cultiver, il faut utiliser des outils. Donc en plus, vous ne perdez pas ça. Vous ne pouvez pas dire je suis commercial, donc je ne vais pas avoir accès à plein de choses. Vous avez accès en tant que commercial à de plus en plus de choses. Donc ça veut dire que, alors ce n'était pas vrai il y a 10 ans. Il y a 10 ans, le commercial, il est un peu tout seul sur la route. Il n'y a pas encore d'ordinateur, le CRM était encore un peu pauvre, donc il était un peu moins équipé que les autres. Donc vous pouvez dire, c'est vachement plus sympa d'aller bosser au market ou ailleurs. Mais aujourd'hui, il est encore plus équipé que les autres, presque. Donc ça veut dire qu'il ne perd pas ça. Donc en fait, c'est un super métier. Et moi, si j'ai un souhait, c'est que de plus en plus de gens le comprennent. On va avoir besoin de commerciaux, et énormément de commerciaux. Donc il serait intéressant que les gens qui sont les jeunes, hein, dans les écoles de commerce ou ailleurs, comprennent que ce métier-là, ça peut être un métier véritablement d'avenir. Merci Evelyne Patnik-Cohen pour votre présence aujourd'hui et votre perspective passionnée et engagée sur le futur des organisations commerciales. On se retrouve dès demain à 11h30 pour notre prochain webinaire Future of Sales, où nous recevrons Frédéric Bonneton, auteur de la négociation émotionnelle et président du groupe MCR, sur le thème de la négociation émotionnelle, ou comment rendre vos commerciaux hyper impactants dès le premier contact. Merci. Merci.